Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements. Et cette semaine, on revisite à la fois un film et à la fois un événement. On voit Platoon cette semaine, Will. Oui, ben écoute, il y a toujours une exception à la règle. Cette semaine, on avait cette année, on avait une thématique film québécois. Ouais, film, série, documentaire, là, on était là-dedans cette année, ouais. Et là, on est allé avec Platoon. Ouais. Il n'y a aucun Québécois là-dedans, aucune... Il n'y a aucun lien, ouais, là. Je veux dire, on a vraiment... on a été vers un film que tu avais déjà vu, mais que moi, j'avais jamais vu, qui est un film classique d'Oliver Stone. Oui. Honnêtement, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas été déçus? Absolument. Hein? Puis justement, tu me dis un classique, t'avais-tu vu JFK de Oliver Stone? Non plus. Hey, je connais de nom, mais peut-être pour une prochaine émission, mais parce que t'as souvent ces deux films-là qu'Oliver Stone est reconnu beaucoup. Ouais. Fait que là, j'étais pour te demander c'était quel tu préfères entre les deux. Il faudra que je regarde l'autre pour me faire une idée d'un et l'autre, mais tu sais, c'est un genre que j'apprécie quand même. Tu sais, les films historiques où il y a quand même un certain lot de véracité, là, tu sais, à travers le scénario et les images qu'on nous montre. Puis surtout dans ce film-là, là, que justement, c'est un des points majeurs qui a été évoqué lors de l'analyse du film, c'est que la véracité des faits... C'est criant de vérité. Ouais. On peut le dire comme ça, c'est criant de vérité. Mais malgré tout, quand il y a des films qui se veulent un peu populaires, il y a toujours une track un peu spéciale. Il y a des jeux vidéo qui sortent. Alors, savais-tu qu'il y a eu 2 jeux vidéo sur Platoon? Non. Il y en a un premier, Will, je t'apprends ça, en 1987 sur le Nintendo Entertainment System, qui s'appelle Platoon. Mais c'est quoi tu faisais? Alors, c'est un jeu de guerre où tu as tiré sur les ennemis qui arrivent de partout, et pour y avoir joué, c'est injouable. Tu meurs constamment, tu sais pas qu'est-ce que t'as à faire. Dans le 15 minutes que j'ai joué, je suis mort à peu près 30 fois. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de jeux de films à l'époque. Ouais. C'était injouable. Non, pour vrai, ça a pas de bon sens. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé une bombe, et dit bravo, vous avez trouvé la bombe. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec? ça sais pas quoi faire avec, mais bref. Et il y en a un autre qui est sorti en 2002 qui a été fait par Microsoft, qui est un jeu en temps réel, de stratégie en temps réel, pardon. Un peu à l'image de Age of Empires, si vous connaissez la série. Ça aussi, c'est des notes épouvantables. Okay, j'aurais cru que ça a été bon. C'est ce que je pensais aussi, mais quand on va lire sur les reviews, c'est vraiment nul. Alors, ils ont 2 tentatives ratées de Platoon dans les jeux vidéo. Mais jamais 203. Peut-être qu'il y en aura. On pourrait peut-être en faire un. Je sais pas. Écoute, y a-tu de quoi à faire avec ça? Écoute, il y en a un et un autre des jeux de guerre en ce moment. Ouais. Fait que, on peut peut-être passer, mais je trouvais quand même original le fait de faire un jeu en temps réel à la type Age of Empires. Je pense qu'il y aurait là un potentiel. Mais c'est ça, je comprenais pas pourquoi tu me dis que c'était pas bon, parce que dans ma tête, ça me semblait logique, justement, que en plus, les Vietnamiens, il y avait une stratégie très aléatoire, tu sais, ça pourrait s'appliquer dans un jeu. Que les Américains n'avaient aucune idée comment réagir puis tout, là, fait que je pense que ça aurait pu faire l'affaire. Ouais, exact. Fait que bref, c'était le petit complément d'information qu'on parle pas dans le podcast. On a Marc-Olivier Bisson qui est avec nous sur le panel, donc lui était à son premier visionnement. Alors il nous offre son point de vue par rapport à ça, et plein de faits anecdotiques aussi à travers ça, bien intéressant. Mais qu'est-ce qui nous marque, je pense, c'est comme on l'a dit au début, la véracité du film. Ouais. Le cru du film aussi, on pourrait dire, là, c'est très cru, très réel. Puis non, c'est ça, on pourrait quasiment dire, à certains moments, c'est quasiment un documentaire. On est pas loin, mais tu sais, il y a toujours la trame quand même de l'histoire, là, on s'entend, mais les scènes justement de bataille, de confrontation, tu sais, on nous montre des images pas faciles à voir, et des scènes aussi qui sont difficiles aussi à voir et à réagir. Écoute, Will, encore une fois, on est diffusé un peu partout. Et tu vas nous en faire la nomenclature, n'est-ce pas? On est parti. Et voilà. Alors, la version intégrale est disponible sur YouTube en version visuelle. Sinon, une version de 30 minutes est disponible sur le site de la TVCBF. Version podcast audio sont disponibles sur Spotify, Google Podcasts, qui est YouTube Music. Je l'oublie tout le temps, celle-là. Et Apple Podcasts et Balado Québec. Sinon, on a nos réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitter, X, Blue Sky et TikTok. Et finalement, tous les mercredis à 20h, on fait
un live, un débat de la culture pop live à 20h. Avec des actualités, les sorties de la semaine, on fait des petits quiz, on s'amuse à travers, avec ou sans le panéliste des fois, dépendamment du cas. Mais évidemment, c'est à voir. Et c'est disponible sur Twitch et YouTube également et Facebook. Alors on vous attend là avec plaisir. Puis vous interagissez. Hein? Interagissez. Oui, merci. Avec nous. Très important. Oui. Soyez là, on a les commentaires, évidemment. Vous pouvez commenter en direct là, dans ces cas-là, lorsque c'est en direct. Alors nous, on se joint au 25e bataillon. Cette unité d'infanterie, on s'en va les rejoindre au Vietnam. Ça me tente pas vraiment d'y aller, par contre. Ben, on était un peu avec eux autres, veut pas dans le film. Ouais. On se sent là en même temps parce que le film est assez prenant. Puis on s'en va voir Platoon. Réalisé par Oliver Stone en 1986, Platoon est l'un des premiers films portant sur la guerre du Vietnam à être tourné par un vétéran de cette même guerre. Il a été salué pour sa représentation brutale et réaliste du conflit, une vision qui rompt avec la glorification traditionnelle du genre. Inspiré de l'expérience personnelle d'Oliver Stone au Vietnam, le film suit un jeune soldat déchiré entre deux sergents aux visions opposées de la guerre. Un dilemme qui le mènera inévitablement à faire des choix déchirants. Alors, cette semaine, on a regardé le film Platoon, un film d'Oliver Stone de 1986. Et peut-être que vous ne saviez pas, mais c'est un budget de 6 millions de dollars qui a servi à produire ce film-là. Et il a fait un box-office de 138 millions de dollars. C'est pas rien. Bon rendement. Un gros rendement pour le film de Oliver Stone. Film qui est le premier d'une série de 3. Aussi, donc il y avait d'autres films Platoon qui ont suivi 2 et 3? Non, né un 4 juillet, ça c'est le film de 89, et Entre ciel et terre, un film de 93. Mais c'était sur la thématique du Vietnam, de la guerre du Vietnam. Alors j'aimerais vous entendre, messieurs, est-ce que c'était votre première écoute de Platoon? Oui. Première fois? Première fois. Est-ce que tu avais déjà un peu une idée de ce qui t'attendait avant de visionner? La seule affaire que je savais, c'était un film de guerre. OK. Guerre du Vietnam. Ça se limitait à ça. J'avais aucune idée. Qui jouait dedans? Qu'est-ce qui allait se passer? Aucune espèce d'idée. Aucune idée. Toi, Will, c'est ton premier visionnement? Moi, j'ai l'impression que tu l'avais peut-être déjà vu. Ben, vu que je l'ai en DVD, oui, je l'avais déjà vu. Non, ben là, je connais pas la bibliothèque que t'as au complet, évidemment. Ouais. Mais oui, c'était pas la première écoute que je faisais, mais la première chose que je me souviens du film, puis je spoil un petit peu dans l'histoire, là, mais c'est la fameuse scène de Willem Dafoe qui se fait tirer dessus alors que l'armée s'en va. Là. Ouais. Tu sais, ça, c'est devenu une scène culte. Là. Même l'affiche du film est devenue ça après ça. Là. Ouais, exact. Fait que c'est pas mal, je te dirais, le souvenir premier du film. Là, mais comme je t'avais dit, je l'ai déjà écouté avant. Mais il y a quelques dizaines d'années, mettons. Que je l'ai vu? Ouais. Ouais. Peut-être une vingtaine d'années. Là. OK, quand même. Fait que début 2000. Là. Fait que c'est une redécouverte dans ton cas. Ben écoute, Platoon n'est pas un film biographique en tant que tel, mais on essaie de recréer quand même l'atmosphère du Vietnam à travers le scénario. On sent quand même dès le départ qu'Oliver Stone a basé le film sur son propre vécu. Oliver Stone qui a été déployé au Vietnam dans la 25e brigade, où est-ce que se déroule l'action du film. Fait que sans être un film biographique, parce que c'en est pas un, il y a quand même beaucoup de réalisme dans ce film-là, puis c'est un peu ça, en fait, la force du film, à mon avis. On est loin du gros blockbuster américain avec le gros héros qui sauve tout le monde. On n'est pas là. Non, effectivement. Ça a été dur à être accepté par d'autres aussi, là, parce que ça avait pas passé... ça a pris du temps avant qu'il y ait un studio qui le prenne. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup autobiographique, ce film-là. Okay. Il dit pas... Mais moi, c'est trop précis comme détail dans le film pour que ça soit pas autobiographique. Donc Taylor, selon toi, serait Oliver Stone, mettons, qui est le personnage principal joué par Charlie Sheen, qui est un de ses premiers gros rôles là, en carrière au cinéma. Là. Mm-hmm. Après ça, il y a eu toute une autre époque de Charlie Sheen. Mais à cette époque-là, on peut-tu parler du line-up d'acteurs? Ben, on peut y aller, ouais, on peut commencer avec ça. Parce que pour vrai, là, le nombre d'acteurs qui... tu sais, j'étais allé sur IMDb, puis j'étais allé voir tous les acteurs que j'ai déjà vus dans d'autres choses après Platoon. C'est quelque chose, là. Ouais, c'est une bonne liste. Il y a Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, Keith David, Forest Whitaker, Kevin Dillon, John C. Minghella, Johnny Depp, Tony Todd,
puis Bob Orwig. Ben, parenthèse, Johnny Depp, c'est une courte apparition. C'est pas long, là. Cligne pas des yeux. Qui est là, qui est déjà mort, là. Ben, il y en a plus qu'une scène, là, mais... Ben, c'est rapide, là, je veux dire. Ben, moi, il y a une scène qui me fait tellement mal. Ben, vas-y, là, c'est-tu dans le village? C'est à la fin complètement, lorsqu'ils se font l'embuscade. C'est lui qui a le micro. Le radio. Ouais, puis là, qui se fait brûler dans le dos pendant que ça parce que l'explosion est à côté. Le tir d'obus allié, dans le fond, qui il y a du shrapnel dans le dos. Là, ouais. Ok, je n'avais même pas remarqué que c'était lui. Parce que je trouve que... Il faut dire qu'il y a du sang et tout à travers. Ouais, c'est ça, il est dur à reconnaître, mais tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages mis en scène. Tu sais, avant de rentrer dans l'histoire, j'ai trouvé ça peut-être difficile à suivre, étant donné le nombre assez grand de personnages, puis pas nécessairement des interactions fréquentes, là. Non, puis tu sais, les grades, je suis pas un militaire, je suis pas familier avec les grades militaires, puis il se parle Sergent Barnes, Sergent Elias, lieutenant, lieutenant, ok, t'es comme, bon, qui est qui là-dedans, puis qui va devenir un personnage important dans l'histoire. Finalement, on finit par le découvrir assez vite, là. Il y a 3 acteurs. T'sais, Charlie Sheen, oui, l'acteur principal qu'on suit, mais William Dafoe et Tom Berenger qui deviennent aussi les 2 autres protagonistes importants de l'histoire. Là. Barnes et Elias dans ce cas-ci. Ben, si on plongeait dans l'histoire, justement, on commence, on arrive. Mais je veux juste revenir à ce que tu disais, là. Moi, je me souviens que lorsque Keith David, à la fin du film complètement, genre, il est en discussion avec Charlie Sheen, puis là, il apprend qu'il peut retourner aux États-Unis, finalement. Mm-hmm. Ma réaction, c'était ben, quand est-ce qu'on a vu qu'il était ami? Puis là, c'était comme, tu viendras chez nous. T'es mon body. Ouais, c'est ça. Viens, si tu veux coucher chez nous, il n'y a pas de trouble, t'es le bienvenu, pis tout. Mais à aucun moment, ou très peu, genre, tu l'as vu interagir ensemble, me semble. Il y a des sections, tu sais, dans le film où on est dans les baraques, là, si on veut, là, les endroits. Fait qu'on peut supposer qu'ils étaient amis ou qui se côtoyaient à travers ça. Mais ils étaient dans la même clique, fait qu'on pense que... Mais en même temps, la clique était un peu bizarre, parce que dans la clique, t'avais aussi le sergent Barnes, qui était dans la clique, mais dans le fond, qui l'était pas vraiment. Puis... il y a des affaires louches qui se passaient dans ces baraques-là. T'avais la baraque des poteux, on va dire? Oui. Il y a des affaires louches qui se passaient. T'avais les jouets de cartes que Barnes était là-dedans. C'est ça, mais tout le monde était comme ensemble. Ce bout-là, je l'ai semi-compris. Qu'est-ce que j'ai compris? Moi, c'est 3 équipes. T'avais l'équipe de Elias, t'avais l'équipe de Barnes, puis t'avais l'équipe de O'Neill. Les unités, si on veut, qui avaient à même le bataillon. Ouais, c'est qui se dirigeait vers une section X là, pour y avancer, puis ils travaillaient ensemble, finalement. Ouais. Mais ils se donnaient des ordres un l'autre. En tout cas, des fois, c'était pas clair. Barnes était un alpha dans la gang. Ouais, c'est ça, exact. Ils se donnaient un peu la réplique de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. On arrive sur place. Charlie Sheen, c'est le premier qu'on découvre. Lui, il arrive au Vietnam pour 363 jours, 362 368, un an, en tout cas. Ben, c'est parce qu'il nomme le nombre de jours. C'est très important parce qu'on dirait que chaque journée fait en sorte qu'on va sortir de là, finalement. Écoute, on le compte en journée. Je pense qu'au départ, c'est pas important, mais à la fin. Ça devient. Ouais, c'est ça. Parce que la narration, évidemment, est post-événement, si on veut. Là, de la façon qu'il fait la narration, c'est pas on décrit les actions qui se déroulent présentement. Il parle au passé. Il parle au passé, fait que c'est vraiment après les événements. Ben, au début, là, ça, je vais revenir justement. D'abord, première chose des narrations, est-ce que ça servait à quelque chose, selon vous? Ben, ça servait à comprendre son état d'esprit, je pense. Quoique, quand même, c'est Charlie Sheen, t'as fait allusion au fait que sa carrière a peut-être pas suivi la track que ce film-là aurait pu lui donner, ça c'est un aspect, mais pour moi, la narration donne, oui, l'état d'esprit, mais il le joue très bien également. Dans le regard, dans ses actions, tu sais, à la fin du film, puis là, je vais pas sauter des étapes, mais le regard qu'il échange avec le sergent Barnes, après qu'il fasse le lien entre ce qui s'est passé entre Barnes et Elias, il le joue très bien. Fait que la narration vient un peu appuyer son langage verbal tout au long du film, à mon avis. Là. Ouais. Puis c'est sûr que la narration est plaquée un peu à travers les scènes de déplacement d'hélicoptères, on se déplace dans la jungle, on vient plaquer les moments de narration. Moi, ce que je me suis demandé à travers ça, c'est est-ce que la musique aurait pu supporter un petit peu plus l'effet dramatique de la narration. On dirait que... on dirait qu'il y avait juste une track. Ouais, la tune officielle de Platoon, puis je trouve qu'il a passé... ça roulait, là, tu sais, il n'y a pas de changement de ton ou de... Mais en fait, le reste, c'est une musique d'ambiance qui vient justement rajouter un peu à l'angoisse ambiante de « Ok, je suis dans le jungle, qu'est-ce qui se passe que je vois pas? Je vais-tu mourir là? Ça va-tu être tantôt? » Tu sais,
pour moi, la musique était vraiment une trame de fond qui vient appuyer l'action du film, mais effectivement, ça aurait pu être plus présent. Ben, tu sais, peut-être c'est notre biais. On est peut-être biaisé parce qu'on a vu beaucoup de films de guerre où il y avait des trames qui étaient vraiment pognantes, là. Mais c'est un film de 86. Fait que, tu sais, faut peut-être, on était peut-être pas dans cette époque-là, de cette tendance-là. J'étais pas né, fait que. Non, ben, c'est ça. On les a pas toutes vues non plus, là, mais. Mais je retourne à la voix off. Il y a une affaire qui me gossait à la fin. Au début, c'est qu'il a l'air à parler, à écrire à sa grand-mère. Ouais. Mm-hmm. Et à la fin, pas mal du film, il est en discussion avec, je pense, c'est justement avec Keith David, qui est King, son nom d'acteur. Et puis, il parle, ouais, mais toi, t'as pas personne aux États. Personne, ouais, non, j'ai personne. Ouais. Mais là, au début, c'était sa grand-mère. Fait que pourquoi il ment là-dessus? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que sa grand-mère est morte entre-temps? J'avais pas remarqué ça, mais t'as raison. Ouais. Il écrivait à du monde, finalement. Non, j'ai personne, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme... Est-ce qu'il ment parce que... Ou est-ce que sa grand-mère a jamais existé? Puis genre, vu que tout le monde écrivait, ben lui, il a décidé d'écrire à une fausse grand-mère. Mais en même temps, il écrit en disant à sa grand-mère, tu diras bonjour à mes parents que tout va bien, là, tu sais. Fait que il a l'air d'avoir des parents aussi au travers de ça, mais moi non plus, je comprends pas le jeu derrière la narration. Au début du film, si je me trompe pas, il faisait allusion à son père et à son grand-père qui avaient combattu dans la Première Guerre et dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, dès le départ. J'espère que je vais les rendre fiers, puis l'espèce de naïveté du soldat qui vient d'arriver sur le terrain. Là. Ouais. Au début, il compte les jours d'une manière, puis à la fin, il les compte d'une autre manière, à mon avis. Il a hâte que... c'est à l'envers, c'est en descendant. Alors parce que la motivation était à son summum. Je veux dire, t'arrives là, il était volontaire aussi, là, tu sais. Ça aussi, ça rajoute une couche. C'est un lâcheur de collège, qu'est-ce qu'il dit? C'est un lâcheur de collège, effectivement. Fait que tout le monde en est surpris, d'ailleurs, hein, quand on est dans cette scène-là. Comme, t'es-tu malade dans la tête? Ouais, parce que tout le monde sont plus avancés. Ben, c'est ça. Ou même, tu sais, il y aurait pas les moyens d'aller au collège alors que lui semble les avoir. Fait que tout le monde est comme, ben voyons, t'as pas lâché ça, là, tu sais. Pour venir ici. Puis, tu sais, c'est représentatif quand même d'une réalité aux États-Unis sur l'armée. Tu sais, là, on a l'armée canadienne, on sait que les gars ont quand même des conditions acceptable, là. Je vais pas froisser personne. Aux États-Unis, c'est totalement différent, où est-ce que le recrutement se fait dans des zones sociales très pauvres, peu éduquées, puis que la seule façon de t'en sortir, c'est hey, va rendre un service à ton pays, puis après ça, on va s'occuper de toi. Finalement, c'est un grand mensonge. C'est un autre débat, là. Ouais. Mais... c'est tout un autre. Surtout à la guerre du Vietnam, je dirais. Oui. Je reste dans la même vague. J'ai l'impression que les Américains, là, c'est plus de la chair à canon qui cherche plus que des soldats. Ben, surtout... C'est genre, on va les mettre en avant, là, puis à un moment donné, ils n'auront plus de balles. Surtout dans cette guerre-là, où est-ce qu'au total, c'est quoi? On estime à 3 millions de morts, autant civils que militaires, puis juste du côté américain, 58 000 décès, 300 000 blessés. Ça a été une des guerres les plus violentes pour les Américains. Puis dès le départ, c'est ce qu'on voit, justement. Quand on arrive sur le tarmac, tout ce qu'on voit, c'est le transport en commun de corps morts. Exact. C'est ce qu'on dit dans le film. Ça donne le ton. Quelle meilleure façon, genre, pour un nouveau qui vient d'arriver, d'être accueilli, genre, avec une trolley de décédés à côté de toi, là. C'est comme, ça, c'est ça le transport en commun au Vietnam. Bienvenue au bureau. Mais là, avant d'embarquer dans le film, là, j'ai une question pour vous. Vas-y. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on pourrait classer de fin, là, mais je veux pas de note à rien, mais est-ce que c'est un de vos meilleurs films de guerre que vous avez vu, ou on n'est pas dans le même range? C'est que ça dépend. C'est très subjectif, on s'entend comme question. Meilleur film en termes de divertissement? Pas nécessairement, parce que si je passe avec un film et que je veux me divertir, c'est sûr que le gros blockbuster américain actuel est bâti différemment, l'histoire est bâtie différemment, finalement le héros sauve tout le monde, puis le bien triomphe. Ok, c'est une façon de le voir. Dans ce cas-ci, c'est un excellent film parce qu'il est très représentatif de la cruauté de la guerre. On va y venir très certainement tantôt, la scène dans le village qui démontre le pire du pire de toutes les guerres. Puis c'est très cru, c'est très brut. T'sais, les effets spéciaux, on est en 86, c'est peut-être pas les meilleurs effets spéciaux que j'ai vus de ma vie, mais sont placés à des endroits qui sont, à mon avis, c'est bien placé, c'est représentatif de ok, voici la situation, je suis en péril, tu sens la panique des acteurs, pour moi c'est très réaliste. Donc est-ce que c'est un des meilleurs films de guerre, tout dépendamment du point de vue? Pour la réalité du scénario, pour la réalité de la manière que c'était filmé, je pense que c'est un excellent film. Si on parle strictement d'un point de vue divertissement, tu sors de là puis tu prends un petit 5 minutes pour toi-même. On va aller au village.
Ça vous tente-tu? ça me tente pas, mais c'est un passage au village. Écoute, je sais pas pour vous, là, souvent on pose la question en cours de podcast, c'est quoi votre scène la plus marquante dans le film? C'est celle-là. Y a-tu autre chose que ça pour vous avant qu'on y rentre? Là, y a autre chose, oui, mais c'est la seule scène que je me souvenais de mes écoutes antérieures. Quand même, fait que c'est parlant, ça. Tant qu'à moi, puis Will parlait à la fin, au début de la scène, un peu plus à la fin, où est-ce que Willem Dafoe se fait tirer dessus par... Elias se fait tirer dessus par plein de Vietcong alors que les autres sont escortés en hélicoptère. Oui, elle est marquante, elle est frappante, c'est une scène hollywoodienne dans les règles de l'art, mais est-ce que c'est elle la plus marquante? Honnêtement, non. Pour moi, le village est beaucoup plus marquant de par sa cruauté. C'est cru, c'est violent. C'est ça, mais c'est moins vendeur sur un poster. Non, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas moyen de faire un poster qui se tient avec ça. Non, pis tu sais, quand je dis c'est cru, c'est violent, c'est pas une violence gore à la décadence qu'on est habitué de voir, tu sais. OK, il y a un malade mental qui tue du monde avec des mécanismes. Non, là, c'est vraiment juste la cruauté pure de... Tu m'écoutes pas, je vais te tirer une balle dans la tête, ça finit gratuit, là. C'est gratuit. Complètement gratuit, là. Vous autres, c'est quoi le bout qui vous a plus frappé, justement, dans cette scène-là? Ben, on peut la décortiquer si vous voulez. T'sais, ils rentrent dans le village, là, et puis on essaie on fait comme une inspection, au début, là. On enquête un peu, y a-tu des Vietcong, on essaie de voir, y a-tu des armes cachées. Il analyse le riz, il dit le riz, il y en a pour une armée ici, là. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup trop de stock, fait que là, ça allume des lumières, puis là, on constate qu'il y a des caches. Hein? Puis dès le début, ils sont en haut de la colline, ils arrivent au village, il y en a un qui s'en va en courant, pas de question, pouf, je te tire, puis allez le fouiller. Qui serait... Comment dirais-je? Ça pourrait, on va dire, être normal dans les circonstances. Dans les circonstances, c'est ce qui s'en vient après. C'était pas le pire, mettons, dans l'histoire. Non, c'est ça, là, tu sais. C'est quand même quelqu'un qui s'enfuit, là, tu sais. Oui, mais tu sais, ça donne tranquillement le ton. Il y a comme un crescendo de violence qui commence à ce moment-là. Après ça, dans le village, tu vois que les soldats américains, à ce moment-là, il y a de la gratuité qui se donne. Il y a un cochon qui est là, pouf, gonne le cochon. Pourquoi? Mais on revient, par contre, ils arrivent tout juste d'une embuscade qu'ils sont fait avoir. Fait que là, ils ont perdu des membres d'équipe. Frustration. Ils sont très... Ils sont craqués, là. Ils ont les nerfs à vif. À vif, ouais, c'est ça. Ils sont à vif, puis là, tu sens que ça va glisser, ça va chier, là. On le sent dès le départ, parce que, bon, il y a dans une des maisons, là, je pense que c'est le premier qui meurt. Il arrive dans la maison, il y a une personne avec une vieille dame qui sort du lit. Puis là, il y a comme toujours un sourire. Puis là, il fait comme « Hey, pourquoi tu souris, mon écœurant? Tu me comprends? Arrête. » Unijambiste. Puis... Ouais, tu vois qu'il est handicapé, là, tu sais. Il y a quelque chose, là, tu sais. Mais pas juste ça. Il est handicapé physique, peut-être avoir un handicap mental. Barrière de la langue. En plus. Tu sais, je veux dire, t'es chez vous. Il y a des soldats américains qui arrivent avec des guns. Ils te parlent une langue que tu connais pas. Comment tu réagis? T'es comme... Non, c'est ça, là. Puis là, probablement, je sais pas si c'est une déformation de sa figure qui fait en sorte qu'il souriait. Mais ça ait fait péter. Puis là, je me souviens plus le soldat qui... C'est Chris. C'est Chris. C'est Chris qui est sac du volet? Non, Chris tire du gun pour qu'il le fasse danser. Ouais, pour le faire danser, mais celui qui finit à job, c'est lui avec la queue de castor en arrière. Ouais, c'est ça qui est comme une touffe de quelque chose. Je me souviens pas de son nom. C'était Kevin Dillon, là, c'est Bonnie. Son nom, Bonnie. Fait que c'est une queue de lapin. Non, c'est pour la chasse. À ce moment-là, tu constates, OK, là, ils sont déconnectés parce que même Chris, qui depuis le début garde j'ai juste le terme anglais, son composure, là, il reste intègre. Ouais. À ce moment-là, tu vois qu'il tilte. Il l'a jamais tiré directement. Il va te faire danser jusqu'à temps que tu me parles, puis il sort sa frustration. Puis l'autre embarque là-dedans, puis un coup de crosse dans la face, puis hey, avez-vous vu, j'ai jamais vu un cerveau exploser de même. T'es comme, OK, là, ils sont plus là. Au moins, ils l'ont pas montré, ça. Non. Je me demandais s'il allait le faire, parce qu'on voit quand même des cadavres brûlés à travers le film. Mais moi, ça risque que c'était ma scène la plus marquante pour moi dans le village. Dans tout le village, OK. Parce que je sentais une énorme pitié envers le gars qui se faisait tirer puis qui pouvait... Qui était sans défense complètement, là, je veux dire, il était démuni. Une jambée, je veux dire. Il peut rien faire, il est pas menaçant, là, il y a rien. Ça donne une scène à la Negan dans Walking Dead. Premier coup de Negan dans Walking Dead, ça donne un peu ça, tu sais. Je suis content qu'il l'ait pas montré quand même, parce que je me souviens de la face de Glenn, c'était pas chic, là. Ben souvent non. Puis là, je sais pas si c'est une question de limite
de l'époque de faire des recréations crédibles, peut-être. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de tout le montrer. Peut-être pas non plus. Je sais pas, toi de ton côté, peut-être. Là, on continue dans la scène, on découvre encore du monde, le chef de village arrive. Comme je l'ai dit, pour moi, la scène du village est un crescendo. Le point culminant, à mon sens, c'est vraiment lorsque Barnes assassine la femme du chef du village, à bout portant, direct dans la tête, devant le village au complet. Pour moi, c'est le message que ça lance au village, genre, OK, vous collaborez pas, on va tous vous tuer un après l'autre. Puis encore là, je me mets à la place des villageois, là, c'est comme, OK, ta parole, elle vaut quoi, là? Si je collabore, qu'est-ce qui me dit que tu me mettras pas une balle dans la tête après, anyway? Ben là, je comprends pas qu'est-ce que tu dis, by the way. Aussi, non, c'est ça. aussi. Dans le courant des événements, là, je pense que c'est par après qu'il va prendre la petite fille du chef de village. C'est sa fille. Ouais, puis moi, c'est ce bout-là. Pour moi, là, j'ai fait comme, ah shit, il va le faire. T'sais, il l'a fait avec la madame. Pour vrai, j'ai vraiment fait une seconde. J'ai retenu mon son. Je me disais, qu'est-ce qu'il va tirer dessus? Puis, ça, pour moi, c'est le point culminant. Puis, à quel point cette scène-là était forte et brutale que plus tard, quand les soldats s'en vont, on voit une scène de viol qui, honnêtement, n'importe qui a lu un peu sa guerre comprend que malheureusement, ça fait partie de la guerre. De sorte que cette scène-là était tellement brutale et violente que la scène de viol, elle passe un peu flat. Ouais. Comme... on la voit pas tant non plus. On la voit pas tant, mais dans le sens que autant que cette scène-là devrait nous écœurer, parce que c'est une réalité de la guerre, pour moi, avec tout ce qu'on vient de voir là, elle était pas nécessaire, elle tombe un peu à plat. Pas nécessaire, non, je suis pas d'accord, parce que ça... Ben là, il arrive pour tirer la petite fille, et là, Elias arrive puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là, mon tabarnak? » non, c'est ça. Oui. Une maudite chance qui est arrivée, j'ai fait « Alright. » Il sauve la situation. Vraiment. Et là, Elias, je pense, reprend ses esprits... pas Elias, Chris reprend ses esprits en raison de ça. Et là, c'est là ce qui sort. Il sort, puis là, il voit les gars. Il se rend compte que, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il intervient. Il était borderline d'intervenir avec la petite fille, là. Tu voyais qu'il y avait une hésitation. Puis là, Elias, bang, excuse. Elias, il arrive, bang! C'est là qu'il rentre, il le plaque au sol. Mais là, encore là, son hésitation, pour moi, de la manière que je le voyais dans son acting, dans la manière qu'il le représentait, pour moi, c'était une hésitation qui était liée au fait que c'est un subordonné à Barnes. Que c'est ça qui était son blocage. Dans le sens, je peux pas agir, c'est mon sergent. Ben. Si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver, cours martial? Là, je pense qu'on est pas mal rendu vers la fin. Le film se termine, mais j'ai quelques questions encore pour vous. Les acteurs ont fait une immersion pendant 2 semaines aux Philippines. 3 semaines. 3 semaines, ok, ouais. 3 semaines. Pour aller vraiment s'immerger dans le monde militaire. Trouvez-vous que ça a paru dans le jeu des acteurs? Trouvez-vous que ça a été payant d'aller faire ça? Probablement qu'il y en a qui vont dire que oui. Moi, ce qui me paraissait peut-être le plus marquant, parce qu'effectivement, j'avais lu ce fait-là avant de voir le film, fait que j'avais le fait en tête en le regardant, peut-être l'aspect fatigue des gars. Parce qu'on a voulu fatiguer justement les acteurs pour les amener à bout, comme les militaires. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'agent, pas de téléphone, aucune façon de contacter. C'est clairement, dans les premières scènes du film, pour moi, si c'était ça l'objectif, je pense que c'est réussi. Tu le vois clairement, ils sont là, puis ils sont déjà écœurés d'être là. Oui, ils ont l'air vraiment écœurés d'être là. Puis, fait intéressant aussi, c'est qu'il a tourné aussi de façon linéaire. C'est-à-dire, il y a scène par scène. Chronologique? Oui, chronologiquement. OK. Fait lorsque, mettons, quelqu'un mourait dans le film, il ne voyait plus le lendemain. Là. C'est sûr que sur l'aspect psychologique des acteurs, ça peut avoir un impact. Ça allait travailler aussi. Merci d'avoir expérimenté ça avec nous, Marco. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, c'était toujours un plaisir. On se revoit l'année prochaine. Certainement. Merci.